Eh bien, rebonsoir. Du coup, je vais clôturer par la dernière présentation. Alors, ce sera un peu moins poétique que Axel. On est un peu plus focus sur un outil, sur une méthodologie de conception qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Moi, je suis du coup Aurélien Veillet, je suis cofondateur de l'agence Atrium. Atrium, on est une agence de design de services, design d'expérience utilisateur. Donc, toutes les méthodologies qui nous ont été présentées avec la fabrication de GoJob de produits, en fait, on le fait, mais pour des entreprises qui n'ont pas forcément d'équipe en interne. Donc, du coup, ça permet vraiment de travailler sur toute la partie UX design et design de service dans les entreprises qui n'ont pas forcément d'équipe dédiée. Mais je suis pas forcément là pour parler d'Atrium, je suis plutôt là pour parler du focus group. Est-ce que quelqu'un a déjà participé en tant que participant à un focus group? Est-ce que quelqu'un a animé un focus group? Est-ce que c'est inconnu pour la plus grande part du monde de la salle? Ouais, c'est inconnu. Ok. Alors le focus group, ce qui est intéressant, c'est une méthodologie en fait d'interview et d'entretien avec des utilisateurs d'un service, d'un projet, mais n'importe quel type de projet. Ça peut être un projet que ça soit numérique, ça sera un projet de réaménagement urbain, ça peut être vraiment tout type de projet. C'est vraiment de se dire comment je vais à la rencontre de mes utilisateurs, à la rencontre de mes citoyens par une méthodologie efficace et rapide. Donc du coup, je vais vous expliquer cette méthodologie. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de faire émerger dans un groupe d'individus des avis, des opinions, mais aussi des idées des différents participants. Le but du jeu dans le focus group, c'est pas forcément de faire intervenir des experts sur un sujet, c'est vraiment de faire intervenir un grand nombre de participants pour pouvoir vraiment échanger et faire croiser vraiment toutes les idées. Le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir comprendre les usages, mais aussi comprendre les usagers. Par exemple, si on veut travailler sur la Canebière, sur le réaménagement de la Canebière, on aurait pu imaginer de faire un focus group pour pouvoir demander aux habitants finalement, qu'est-ce que vous avez envie dans votre quartier? Est-ce que c'est plutôt une place piétonne? Est-ce que c'est plutôt un jardin? Et donc, de travailler avec les utilisateurs permet de faire émerger en fait des opinions, des avis pour pouvoir orienter les différents projets en fonction des réels besoins des utilisateurs. Donc vraiment, le focus group, ça permet vraiment de donner la parole aux utilisateurs. Alors, quand l'utiliser? Parce que le focus group, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Dans des projets, en général, on va l'utiliser parce que du coup, on va réunir un grand nombre de personnes dans un délai très court, ce qui va permettre en fait de réduire les budgets. Parce que, par exemple, de faire des phases d'interview et d'aller rencontrer en one-to-one toutes les personnes, comme on a évoqué tout à l'heure le guérilla testing, c'est de dire d'aller dans la rue, rencontrer une personne par une personne, ça peut être très long et fastidieux. Là, l'objectif du focus group, c'est vraiment de réunir tout le monde dans une même pièce et de pouvoir échanger ensemble pour pouvoir vraiment avoir les avis de l'ensemble des participants. Ensuite, ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire en amont, avant de réaliser un projet. Ça sert à rien de faire un focus group une fois que le projet est livré, parce que souvent, on va avoir des avis soit positifs, en disant c'est super, la Canebière, les piétonnes, c'est top, ou des avis très négatifs, en disant vous aurez pu mettre de la végétation, des arbres, des poubelles. Et donc, du coup, peut-être ça va créer plutôt des frustrations, et du coup, d'avoir des débats un peu plus, on va dire, violents, qu'une discussion en amont très cordiale. Ensuite, ça peut être intéressant aussi d'utiliser le focus group pour pouvoir générer des idées. De se dire, ok, le focus group, on peut l'utiliser pour générer des besoins, mais on peut aussi dire, voilà, j'ai une idée de produit, une idée de service, une idée de feature, d'application. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres idées? Et du coup, de pouvoir partager les différentes idées de l'ensemble des citoyens ou des utilisateurs. Et ça permet aussi d'arrêter la réunionnite, parce qu'on peut utiliser le focus group dans des groupes de travail pour se dire, à la place de faire une réunion qui va durer 2 heures, et on va tourner un petit peu autour de la réunion et sans vraiment créer vraiment de la matière, ce qui peut être intéressant, c'est de hacker un petit peu la méthodologie du focus group pour pouvoir l'utiliser dans des réunions et de rendre la réunion un peu plus dynamique et un peu interactive. Donc ce qui est important vraiment à retenir, c'est que du coup le focus group est vraiment une méthode qu'il faut utiliser vraiment dans une phase d'exploration des données et pas forcément une méthodologie qu'on va faire intervenir tout le long du projet. L'objectif vraiment, on a parlé
les 3 conférences juste avant sur le centré humain, centré utilisateur. C'est vraiment un outil qui va vraiment permettre de s'adresser aux utilisateurs de manière très simplement et ça peut prendre plusieurs formes. On peut se dire, ça peut prendre une forme d'un apéro, ça peut prendre la forme d'un petit déjeuner. Et donc, de vraiment le mettre en place par rapport vraiment au temps disponible des différents utilisateurs. Ce qui va être intéressant, c'est dans la discussion, on va pouvoir à un moment donné rencontrer aussi des problématiques de la part de nos utilisateurs. Donc ça va permettre de détecter des freins ou des satisfactions, pardon. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aussi valoriser dans un projet les points positifs et de pouvoir aussi détecter les points négatifs pour pouvoir les guérir et de pouvoir répondre aux besoins de nos utilisateurs. Alors pourquoi on fait un focus group? Je l'ai un petit peu évoqué. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de la récolte de données de manière qualitative. C'est-à-dire qu'on va vraiment rencontrer les utilisateurs. On va pas juste envoyer un questionnaire lambda de satisfaction auprès de nos utilisateurs et on va récolter de la matière digitale. Là, on va vraiment être en interaction avec nos utilisateurs. Donc du coup, ça reste de la donnée qualitative dans le sens où on va vraiment pouvoir cerner toute la matière pour pouvoir appréhender les besoins. C'est une méthode participative. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on casse aussi le cliché du concepteur de son produit qui va réfléchir dans son coin et après diffuser le produit à ses citoyens ou à ses utilisateurs en disant voilà, j'ai réfléchi tout seul dans mon coin, maintenant je vous propose mon produit, est-ce que tu l'achètes, est-ce que tu l'achètes pas? Si tu l'achètes pas, je vais t'envoyer une campagne marketing. L'objectif, c'est plutôt de se dire en amont, on va vraiment vous allez faire partie prenante de notre projet, on va travailler ensemble et on va vous guider tout le long de l'aventure du projet. Et donc, ça permet vraiment de les fidéliser et de les impliquer, en fait, ces utilisateurs et ces citoyens. Ce qui est intéressant dans une collectivité, c'est vraiment de pouvoir se dire, on va construire ensemble la ville avec vous, et donc du coup de pouvoir vraiment les utilisateurs vont guider en fait les concepteurs. Et ça va favoriser aussi un engagement sur le projet. Ce qui est intéressant, c'est que des utilisateurs qui sont engagés dans un projet, qu'on a accompagné dans des méthodologies comme le focus group ou autres, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on va lancer notre projet, notre produit, finalement, ça va être ça va être eux les premiers ambassadeurs. Ils vont se dire, effectivement, c'est moi qui ai un peu donné un peu de mon temps, de mon âme dans ce projet, et donc du coup, je vais être ambassadeur et je vais pouvoir aussi communiquer auprès de mes proches et plus largement en disant, oui, la canebière végétale, c'est mon idée et donc du coup, je suis contente de pouvoir la partager avec vous. Et donc, c'est intéressant de vraiment pouvoir mettre ce genre d'outils, de méthodologie dès le démarrage du projet et pas juste à la fin en disant là, je vais lancer mon produit, comment je vais impliquer mes utilisateurs, tiens, je vais faire un petit focus. C'est là où on va plutôt recevoir de la frustration et moins d'idées positives pour pouvoir faire avancer le projet. Alors, il y a quand même des limites de cette méthodologie et c'est intéressant de l'évoquer, c'est qu'il y a quelques aspects bloquants de ces discussions de groupe. C'est qu'une discussion de groupe, il va y avoir des personnes qui vont être plutôt timides, des personnes qui vont pas vouloir vraiment exprimer ses idées à titre personnel. Et donc, souvent, un atelier de focus group va être animé soit par un facilitateur, soit par un designer, soit par une personne qui est à l'aise avec ce genre de méthodologie pour pouvoir vraiment essayer de faire un petit peu l'arbitre sur des personnes qui vont prendre énormément la parole et des personnes qui vont peut-être plus s'effacer. Et donc l'objectif de cet arbitre, ça va vraiment d'essayer de donner la parole aux personnes timides ou qui veulent pas forcément exprimer leurs idées. Problématique, c'est que ces personnes-là, malgré tout, elles restent des humains qui vont être dans ce schéma de pensée. Et donc, ça va être quand même difficile de pouvoir avoir de l'information de leur part. Ils vont souvent essayer d'être à côté. Et donc, c'est à ce moment-là où le focus group va venir s'intégrer dans une phase aussi d'interview en one-to-one pour vraiment pouvoir avoir une matière qui est vraiment efficace pour la génération de projets. À partir du moment où elles participent au focus group, c'est que quelque part elles sont dans le don aussi et qu'elles sont préparées à ça. Et en général, ce qui est intéressant, c'est quand on fait les phases de recrutement, on ne sait pas forcément les personnes qui sont assez à l'aise avec ces méthodologies et certaines disent oui par principe en disant ah c'est super, enfin on va participer au projet. Et en fait, une fois qu'elles sont sur le fait accompli, elles se sentent un peu bloquées.
et elles se disent en fait oui c'est intéressant mais j'ai pas beaucoup d'idées, je me sens pas légitime. Il y a souvent ce côté de je me sens pas légitime qui va revenir souvent, et en fait il faut pouvoir réussir à les guider en disant mais si finalement si on vous fait appel à vous c'est que vous êtes des experts de vos usages au quotidien et nous on a besoin de votre expertise. Et donc c'est quand même assez difficile de les rattirer dans ce côté oui vous avez tout intérêt et voilà c'est ça. Autre gros point bloquant aussi que j'ai pas forcément mis, c'est le temps que ça prend justement ce recrutement pour pouvoir trouver les bonnes personnes, pour pouvoir vraiment avoir un panel représentatif finalement de nos utilisateurs. Et finalement, le gain qu'on va gagner de réunir tout le monde dans une pièce pendant 1 à 2 heures pour pouvoir réfléchir ensemble, ben finalement on va le perdre parce qu'il va falloir réussir à mettre en place une sorte d'agenda avec l'ensemble de nos utilisateurs, et c'est beaucoup plus facile finalement de se dire bah moi je suis disponible telle date, je vais faire un entretien individuel, que de réussir à réunir autant de monde en groupe de travail. Donc ça c'est aussi un point un petit peu bloquant sur la partie focus. Mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir c'est pas un outil seul dans un projet, c'est vraiment un outil qui va venir s'intégrer dans plusieurs méthodologies pour pouvoir vraiment avoir une matière conséquente. Comment ça marche? Alors, l'objectif, c'est avant de lancer un focus group, il faut qu'on puisse définir les objectifs. De se dire, ben voilà, pourquoi je vais faire un focus group? Pourquoi je vais réunir une dizaine de personnes dans une pièce pour pouvoir travailler ensemble? C'est de définir cette population et le recrutement, de se dire bah, si je veux faire un focus, on a fait un focus dans des écoles pour une application mobile, et de se dire si on fait un focus que avec les étudiants, on sait que on va avoir une certaine matière qui va être que liée au ressenti des étudiants. Et il va falloir, pour un service un peu plus large, essayer de faire le même focus avec les étudiants, avec les professeurs. Et encore plus intéressant, c'est de pouvoir mélanger les étudiants et les professeurs. Alors là, ça crée un petit peu des conflits aussi d'intérêts, parce qu'on a la sensation de donner et de libérer la parole, donc du coup les étudiants vont un peu se lâcher, les professeurs aussi, et donc du coup il faut réussir aussi à centraliser, modérer l'atelier. Il faut élaborer un guide du déroulement de ce focus, de se dire ben voilà, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les différentes questions sur lesquelles qu'on peut aborder auprès de nos utilisateurs, pour pouvoir vraiment avoir une sorte de grille étape par étape de où est-ce que j'emmène mon groupe. Parce que s'il n'y a pas forcément cet objectif et s'il n'y a pas ce schéma finalement structuré de où est-ce que j'emmène mon groupe, on risque en fait de perdre le groupe et ça risque de partir en juste apéro ou juste petit déjeuner. Et donc du coup ça peut être intéressant en termes de matière, mais on va pas forcément répondre à nos objectifs. Ensuite, une fois qu'on a réussi à caler l'agenda de tout l'ensemble des participants et faire en sorte que tous ces participants arrivent, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a 3 participants qui arrivent et les autres, ils ont oublié. Donc du coup, il faut aussi pouvoir avoir une sorte de rigueur, de rappel. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir aussi donner une récompense, que ça soit financière, en bon d'achat ou autre, pour pouvoir aussi mobiliser les utilisateurs en disant ben, vous donnez de la donnée finalement. C'est votre matière grise, mais on vous récompense pas juste en mode apéro, mais ça peut être vraiment financier. On vous récompense pour le travail que vous allez mener. Donc ça, c'est intéressant aussi dans la phase de recrutement. On fait cette séance de focus, on travaille ensemble. Donc ça prend en général, on essaie d'avoir une dizaine de personnes dans un focus, et ça prend en général entre 2 et 3 heures pour vraiment avoir de la matière assez intéressante. Ça peut être considéré comme long pour les participants, 2 ou 3 heures, parce qu'effectivement, on va décrocher à un moment donné. Et donc, du coup, il faut essayer de ramener nos utilisateurs dans le jeu de l'animation. Et ensuite, la partie qui va être assez intéressante pour pouvoir après travailler sur le projet, ça va être la retranscription et la rédaction du livrable, qui va être vraiment de se dire, ben voilà, les utilisateurs ont besoin de telle ou telle fonctionnalité, ont besoin de végétaliser la ville, ont besoin de piétoniser la ville, donc d'avoir des recommandations pour le projet très concrètes, et après de pouvoir délivrer ça au concepteur du projet pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très clair. Yes. Et chez Atrium, ouais, vas-y. Ok, ça marche. Et donc du coup, chez Atrium, on s'est rendu compte que le focus c'était compliqué à mettre en œuvre, c'était compliqué à animer.
parce que justement il fallait être quand même assez efficace dans la manière d'animation, et on s'est rendu compte que justement on pouvait faire que des petits ateliers d'une dizaine de personnes. La première photo que je vous ai présentée, on a fait, c'était avec l'ensemble des musées parisiens, ça revient d'ailleurs à ton expérience, et on a essayé, en fait c'était un de nos clients qui délivre des petits capteurs pour les tableaux, pour pouvoir mesurer l'humidité et mesurer, voir si les œuvres sont dans de bonnes conditions dans les musées. Et donc, ils se sont dit, on va développer une nouvelle plateforme pour nos utilisateurs, qui serait de se dire, si jamais il y a le feu, et en plus, ça arrivait, cet atelier arrivait pile au moment de la catastrophe avec à Notre-Dame, et donc du coup, on s'est dit, on va réunir l'ensemble des musées, on va leur proposer une solution où, s'il y a le feu, est-ce que les capteurs pourraient pas aider les musées à choisir les œuvres prioritaires à sauver. Donc c'est un peu triste comme ça à évoquer. Et ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais c'est vrai que du coup, en fonction de certaines œuvres, en fonction de l'accessibilité pour les sortir, il faut pouvoir avoir un plan. Ça s'appelle un plan de sauvegarde des œuvres. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est un bout de papier qui est affiché à la caserne. Et quand il y a un feu, les pompiers prennent le bout de papier, se retrouvent devant le musée et se disent je commence par quoi. Et donc du coup, en plus, il y a des œuvres souvent qui sont prêtées dans d'autres musées, c'est catastrophique. Et donc du coup, ils cherchent pendant que l'incendie arrive ou les inondations arrivent. Donc on a essayé de réunir l'ensemble de ces musées. Et donc là, il y avait énormément de personnes. Il n'y avait pas juste une petite dizaine de personnes qui pouvaient participer à un focus group. Il y avait vraiment énormément de personnes. Il y avait les musées du Louvre. Il y avait vraiment tous les acteurs importants des musées. Et on s'est dit comment on va pouvoir faire des ateliers efficaces avec finalement un animateur qui va pouvoir gérer plusieurs groupes de discussion sur la partie focus. Et donc du coup, on a inventé le Focus Game, qui est un jeu de plateau. Donc là, c'est l'impression, c'est de la découpe laser en bois. Et donc du coup, c'est des jeux de plateau avec des petits éléments en Velleda. Et donc on va avoir une séance de 45 minutes de jeu qui va permettre de guider les utilisateurs en leur donnant vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir s'auto-gérer sur leur partie. Donc comme si on jouait au Monopoly, on a les règles du jeu et du coup on va pouvoir jouer et générer de la matière simplement sans forcément avoir un animateur. Et donc ils sont guidés avec des petits timers pour pouvoir générer la matière, ils font des petites interviews entre eux et donc à la fin ça permet de générer des problématiques ou des besoins de la part du groupe. Et donc l'animateur, ce qu'il a à faire à la fin finalement de cette partie, c'est de pouvoir prendre en photo l'ensemble de la matière générée et de faire le petit compte-rendu pour pouvoir après le délivrer à l'ensemble du public. Et le petit compte-rendu, on l'a fait en live, en petite conférence à la fin, ce qui a permis que l'ensemble des différents groupes puissent pouvoir se rendre compte des discussions qui a eu lieu dans les autres groupes. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de vous montrer en image la petite vidéo, si j'y arrive. On va aller sur Internet. Elle s'est ouverte ? Non. Attends. Il n'y a pas Internet là ? Ah, si c'est bon. Tout va bien. Donc là, c'est un autre type d'atelier qu'on a réalisé avec une association qui s'appelle Bibliomix. Et donc du coup, ça peut